Bonjour à tous, ici c'est Serge K. Kilembe du www.jctune.com et bienvenue une semaine de plus au Crypto Rapport. Et encore une fois, merci et pour tous vos encouragements et pour vous être abonnés et pour continuer à suivre notre chaîne YouTube éducative et informative qui est le Trading Wall Street TV. Ici, nous sommes là pour le Crypto Rapport du 11 au 18 novembre 2017 et d'entrée, j'aimerais faire quelques annonces. Déjà pour vous dire que maintenant, il y aura un nouveau format dû au temps. Je dois pouvoir employer mieux mon temps et aussi vous pouvoir aussi vous amener des bonnes infos. Donc ce qui a maintenant, les crypto-rapports du samedi vont rester uniquement et exclusivement basés sur tout ce qui est news. Et maintenant, il y aura une émission quotidienne spéciale qui va parler, comment dirais-je, d'une crypto différente. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tous les samedis. Donc il y aura le crypto rapport, comme vous le voyez, donc exclusivement sur des news. Ensuite, donc samedi, le crypto rapport, news et performance. Et tous les dimanches, il y aura le Bitcoin trading. Donc ça va être exclusivement focalisé sur le Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et ainsi de suite. Mais uniquement et exclusivement sur tout ce qui est trading. Donc, analyse technique, price action et gestion du risque via le système que j'ai en feuille de calcul, ainsi de suite. Donc, tout ce que vous avez déjà vu, les probabilités d'opération, ce que je suis en train de suivre, ce que je vois. Et donc, voilà, donc ça, c'est uniquement pour tout ce qui est trading. Donc, ça va être des émissions vu que c'est juste un actif donc de 20-25 minutes avec maximum une demi-heure et ça ce sera une quotidienne. En général je vais essayer de faire ça le matin, donc avoir l'émission avant 10 heures et comme ça après il y a pas mal de choses qui peuvent se passer durant la journée et donc ça va être chaque jour il y aura une vidéo différente. Donc samedi, je rappelle encore une fois, ce sera le crypto rapport comme ce qu'on est en train de faire maintenant, juste le côté news et performance. Dimanche, là, directement, on ira tous les dimanches sur le Bitcoin trading. Les lundis, ce sera le Ethereum et le Dash trading. Donc, pareil qu'avec le Bitcoin. Et mardi, ça va être le NEO et le Litecoin trading. Mercredi, le IOTA et le Ripple trading. Et le jeudi, le Zcash et le Monero trading. Donc, voilà, ça va être comme ça. Ça va me permettre, moi, de libérer énormément de temps et de pouvoir bosser de manière bien plus effective et de séparer vraiment les deux côtés, le côté news, info, catalyseur et ainsi de suite, et vraiment avoir le côté trading. Comme ça, ça fait que on est plus en contact durant la semaine, je peux amener bien plus de choses et tout n'est pas concentré le samedi parce que pour certaines personnes, il y a des personnes qui veulent juste le côté trading, juste le côté price action, analyse technique et ainsi de suite, et d'autres personnes qui préfèrent avoir les news ou voilà. Donc là maintenant, voilà, c'est pour augmenter la présence, augmenter le rendement et la qualité des émissions et de l'information et permettre à tout le monde de pouvoir venir et choisir ce qu'il a envie. Donc voilà quoi, ne pas devoir attendre super longtemps pour arriver à telle ou telle section. Donc voilà, ça va être séparé comme ça. Donc là, aujourd'hui, on est déjà ici en plein crypto trading et à partir, comme vous l'avez bien vu, à partir de la semaine prochaine, enfin non, même pas, à partir de demain, demain il y aura déjà le crypto trading. Du dimanche ça va être Bitcoin, Bitcoin trading time, donc voilà, BTC USD avec pas mal de choses. Donc là voilà, comme ça vous le savez déjà. Et donc là maintenant aujourd'hui on va revenir réellement à un format bien plus simple, bien plus tranquille. Il y a pas mal d'articles, j'avais une soixantaine d'articles cette semaine, mais je les ai vraiment regroupés en des sections et des formats clés. Donc bien sûr, vous avez vu les news qu'on a eu cette semaine-ci, vous avez vu les mouvements qu'on a eu surtout au niveau du Bitcoin. Il y a eu quelques news aussi au sujet du Bitcoin Gold. On a bien vu Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, comment est-ce que c'est en train de bouger. On avait un peu de news sur Ethereum, sur Monero et sur Zcash et d'autres news sur le blockchain. Ok, donc vous savez bien que vous pouvez me retrouver au www.jctune.com. Et maintenant on va commencer à donner la première section. On aura juste deux sections maintenant dans les crypto rapports, donc la section news et la section performance. Et donc voilà, ok, donc maintenant dans la première section on va dans la section news et là maintenant les premières news que l'on avait eues c'était les news concernant le CME. Rappelez-vous, la semaine passée il y avait le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, qui avait décidé de lancer un dérivé sur le Bitcoin, c'est-à-dire un futur. Et maintenant qu'est-ce qui s'est passé? On a vu cette montée fulgurante dans les prix du Bitcoin. Et ça pourquoi? Parce qu'il y a eu une grosse acceptation, un gros flux acheteur
au niveau du Bitcoin et c'était un des catalyseurs. Il y a le deuxième qui était le SegWit 2X, mais là on va y revenir. D'abord on va faire la première section qui est le CME et donc le CME, bon, ça a été très 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 bien accepté, c'était très bien reçu et donc maintenant des gros investisseurs, des grands fonds d'investissement vont pouvoir y être. Et ici à l'image, vous avez l'article avec à l'image monsieur quoi, c'est monsieur Leo Melamed qui lui aussi vient de dire qu'il est très 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 bullish, donc c'est-à-dire il est très acheteur du Bitcoin et vraiment le fait de pouvoir offrir cela, offrir des dérivés, donc des contrats futurs pour ce qui est le Bitcoin est magnifique. Donc, en gros, pour définir ce qu'est un contrat futur, c'est juste les acheteurs et les vendeurs qui s'accordent du prix d'un actif et de sa livraison à une date future. Maintenant, la particularité de ce contrat ici, c'est quoi? C'est que on va dire, aujourd'hui, on est le 11 et on va dire, bon, on va déterminer le prix du Bitcoin pour le 20 novembre. Mais le 20 novembre, ce qu'il va y avoir, c'est que on ne va pas recevoir un Bitcoin, mais on va recevoir du cash. Donc, ça s'appelle un cash settlement. Vous voyez, par exemple, les contrats futurs, ces dérivés-là sont très utilisés pour les matières premières, surtout le pétrole et les indices et tout ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, acheteurs et vendeurs vont déterminer le prix du pétrole et pour sa livraison, échange du contrat au 20 novembre et au 20 novembre, au prix auquel c'est, le prix va être payé et la personne va recevoir ses barils de pétrole. Mais maintenant, ici avec le Bitcoin, ça ne va pas être recevoir un Bitcoin, on va dire, à la date du 20 novembre. Ici, ce serait juste recevoir la valeur. C'est-à-dire si le Bitcoin au 20 novembre vaut $8 500, la personne au 20 novembre recevra $8 500. Donc voilà. Et donc ça, c'est vraiment en gros ce qui est repris dans cet article. Donc ici, vous voyez encore monsieur Léo son nom exact, voilà, Léo Melamed qui en parlait et lui, il est satisfait de cette initiative. Donc voilà, en gros, ça c'était la première grosse impulsion, la première grande montée de ce qu'il y avait au niveau du Bitcoin. Et vous voyez qu'après, il y a eu beaucoup de choses, CMEs, Bitcoin Future Plans ici, et maintenant, il y a pas mal de firmes. Vous voyez, il y a le côté pour, donc ce monsieur était pour, le CME était pour, et d'un autre côté, les personnes qui étaient contre, eh ben, c'était les agences, les exchanges et certains brokers qui étaient là-bas ne voyez pas ça réellement d'un très 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 bon œil et surtout ouais, comme ici vous avez le board, donc le CFTC, donc le Commodities Futures Trading Commission qui comment dirais-je, qui n'était pas pour cette initiative. Donc vous voyez que l'avis était quand même très 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 partagé, mais ça a eu un impact direct sur le prix du Bitcoin. Comme je vous dis, je le rappelle, c'était une des clés, un des catalyseurs clés de la montée du prix du Bitcoin, surtout du volume venant de Wall Street, on va dire des États-Unis, ainsi de suite. Et donc vous voyez qu'il y avait encore pas mal de choses. Maintenant en gros vous devez comprendre que quoi, dans cet article ici, on explique ce qui est en train de se passer. Vous voyez que le timing Bitcoin price swings. Donc, vous voyez que grâce à ça, grâce au CME, on a vu un gros swing haussier. Vous avez vu le prix du Bitcoin qui est monté fortement. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Pourquoi est-ce que c'était fortement accepté? Il faut comprendre le fonctionnement du CME. La grosse chose réellement que va réussir à faire le CME avec ça, c'est quoi? Voilà, c'est ce qui est repris ici. Ça, ce sont dans leurs propres phrases. C'est quoi? Ils vont réguler. Par la création d'un dérivé, le Bitcoin indirectement va être régulé. Ils vont faire que le Bitcoin va être moins sauvage, mais on va dire moins sauvage et donc en gros moins sauvage, avoir moins, qui soit moins brusque au niveau de la volatilité et des fluctuations de son prix. Et maintenant quoi, ils vont en faire un actif, un instrument financier régulier. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont le rendre comme les futurs du pétrole, les futurs du gold, les futurs des indices, et ainsi de suite. Et donc, ça va faire quoi? Ils vont en faire un instrument qui va être régi sous des règles de trading comme n'importe quel autre actif qui est listé au CME et ce qu'on voit au New York Stock Exchange et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'est la grosse entrée en matière. Donc en gros, qu'est-ce que cela va faire? Cela va supprimer la volatilité du prix. Ce qui fait que pas mal d'investisseurs et maintenant des grosses firmes comme JP Morgan et ainsi de suite et toutes les autres firmes, vous avez déjà vu comme on a beaucoup, comment dirais-je, suivi ce que ces grosses banques d'investissement et autres fonds d'investissement trouvaient comme défaut au Bitcoin. Ben, en faisant cela, eux, ça va leur permettre de venir. Pourquoi? Parce que ça va leur permettre d'offrir ça aux investisseurs, à leurs investisseurs et à tous leurs clients. Donc maintenant voilà, comment dirais-je, ils vont avoir un point positif et maintenant ils vont pouvoir dire à leurs clients, ben voilà, maintenant vous pouvez entrer dans le Bitcoin parce qu'on a ça, ça, ça et ça, et eux vont pouvoir le lister comme nouveau produit. Donc, il y aura moins de volatilité. Donc, maintenant, les caractéristiques, peut-être pas de monnaie, mais de store of value, donc
de maintien de la valeur, de préservation du capital vont pouvoir être attribués au Bitcoin. Donc en gros, c'est ça le point positif. Donc vous voyez que ça c'était un gros catalyseur, ok. Et vous avez vu qu'il y a du pour, il y a du contre, mais voilà, en gros, c'était vraiment ça qui était dedans. Et là maintenant, il y a encore eu beaucoup de choses et de là viennent beaucoup de choses. Donc vous voyez que tout d'un autre côté, on a aussi le SEC. Donc le SEC, c'est comme vous voyez, c'est le Securities and Exchange Commission, ça c'est aux États-Unis. Et maintenant, depuis qu'il y a eu ça, cette acceptation du CME, enfin ce lancement, cette initiative du CME, on a le VanEck qui est une institution qui, elle, se dédie à créer pas mal de fonds. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Maintenant, elle va essayer d'avoir un indice pour le Bitcoin et en plus de ça, un ETF. Donc, vous voyez, ça donne encore quoi? Encore plus d'applications, encore plus de produits, encore plus de dérivés disponibles pour les investisseurs aux États-Unis. Donc voilà, en gros, ça, ouais, que ça rejoint tout ce côté CME et tout ce rallye, donc tout ce mouvement haussier que l'on a eu, c'était vraiment ça. Donc ça, c'était le premier catalyseur. Deuxième catalyseur, rappelez-vous, il y avait le Segwit 2X, le hard fork qui devait arriver dans 5 jours exactement, le 16 novembre. Et ce hard fork a été quoi? C'est fini, on n'en parle plus, on n'a plus vu tout cela. Donc qu'est-ce que ça a fait d'un autre côté? Le premier catalyseur déjà à l'annonce déjà de cette initiative, on avait vu une forte montée, donc beaucoup de personnes étaient rentrées dans le Bitcoin pour pouvoir profiter de cette bifurcation. Donc ça a élevé les prix. En plus à ça, vous rajoutez le CME, donc qui a aussi monté les prix très fortement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu vu que ce hard fork, donc cette bifurcation a été annulée. D'un côté, on dit annulée, d'un autre côté, on dit reportée, d'un autre côté, on dit qu'elle a été mise en suspens, mais qu'elle pourrait revenir dans un futur. Ça a fait que toutes les personnes qui pensaient spéculer et profiter de cette bifurcation sont sorties du Bitcoin. Donc maintenant, vous avez vu que le Bitcoin est passé de près de 7900, donc proche des 8000, et maintenant a été rabaissé très bas. Donc rappelez-vous, dans l'émission précédente, je vous parlais des possibilités d'opérations baissières, que j'étais en train de voir une vente à 6900 pour aller plus bas. Vous avez bel et bien vu que ça a été le cas. On est passé de 6900 et dernière fois, surtout déjà hier, le Bitcoin était descendu à 6700 et a même atteint les 6600. Et donc voilà, donc les opérations sont passées parfaitement. Rappelez-vous que moi je vous parlais d'avoir les deux positions, d'avoir ce qu'on appelait un straddle, donc une stratégie qu'on utilise beaucoup à Wall Street lorsqu'on est en train d'opérer sur les options, donc avoir des calls et des puts. Mais dans ce cas-ci, c'est mettre les deux opérations, une à la hausse, une à la baisse, toujours avec des dérivés, donc les CFDs, et là, en matière spéculative, non d'investissement, vous voyez qu'on a pu profiter de la hausse. Donc, c'était une hausse à partir de 7200 pour aller vers les 7500, 7600, c'était une première bonne opération. Et ensuite, une vente de 6900 à 6650 et 6700, 6650. Et là aussi, celle-là aussi a été parfaitement exécutée. Donc, vous voyez que les deux se sont bien exécutés. Donc là, voilà, en gros, c'était quoi le catalyseur du Segwit? Le Segwit a eu deux effets. Premièrement, en anticipation, un effet haussier, et une fois que ça a été annulé, un effet baissier. Donc vous voyez ici, il y a pas mal d'articles qui parlent dessus. Donc cette émission ici, je ne vais pas la faire trop longue, je vais juste énoncer les grands faits, amener un commentaire, et vous le savez bien, vous allez avoir tous les liens vers les articles dans le lien de description de la vidéo. Et comme je dis que d'un autre côté, il y avait Bittrex qui est en train de parler du Segwit 2X, et comme il dit que le Bitcoin va continuer comme étant le BTC, donc le BTC tout simple, et ils vont laisser le marché décider si oui ou non ils veulent qu'il y ait un Segwit 2X ou bien qu'il y ait une autre bifurcation. Donc vous voyez que là, ça a été maintenu en suspens. Donc l'article ici parle de cela. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a encore comme gros article qui parlait de cela? On a encore voir que voilà, le Segwit 2X fork cancelled, donc c'est-à-dire qu'il a été annulé. Donc là, on voit encore c'était la continuité. Donc vous voyez que c'est important d'avoir beaucoup d'articles qui sont en train de confirmer ce que l'on voit, parce que voilà, il y a beaucoup de fausses news qui peuvent circuler. Et voilà, oui, maintenant, au moment où on est en train d'en parler, vous voyez que maintenant le Bitcoin est à 6380. Donc vous voyez que voilà, que ça continue à descendre et qu'on a été vraiment parfait dedans. Donc là, on y reviendra plus en détail dans le côté trading demain. Et maintenant, toujours en parlant de ça, là je ne sais pas si c'est une news qui doit être prise au sérieux ou pas. Apparemment il y a BitPico qui est en train de revendiquer qu'il contrôle plus de 30% de ces hash rates et de, de cette possible bifurcation, et eux ils disent que ça va toujours continuer, et comme ils disent que le Segwit 2X est toujours d'actualité. Et ça, voilà, maintenant il faut savoir c'est quoi, comme on dit, on manque d'évidence, manque de preuves, donc on ne sait pas, mais là
c'est un exchange qui est venu et qui a dit que voilà, qu'ils contrôlent ça, qu'ils sont en contact avec des mineurs et une partie de l'écosystème et de la communauté et que pour eux, ce projet va continuer à aller de l'avant. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Donc, vous voyez qu'il y a toujours des avis contraires et il y a des choses comme ça qui sont survenues. Donc, on verra exactement ce qui va se passer. Mais vous voyez que depuis là, vous voyez que le Bitcoin était fortement monté et là, maintenant, ce sont des prix de clôture à chaque fois. Mais en intraday, à certains jours, à certains niveaux, le Bitcoin peut être très, très, très haut. Et vous voyez maintenant, on a eu cette baisse terrible. On est à 6380 alors que vous savez qu'on venait des 7900 $. Et donc vous voyez un peu cette baisse ici, c'est une baisse terrible, c'est une baisse de plus de 1500 $, et donc ça c'est vraiment énorme, ok. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment pour le côté CME, donc les catalyseurs positifs, négatifs au sujet du Bitcoin. Et là, maintenant, donc, on va continuer à faire un autre tour d'horizon. Maintenant, vous voyez qu'avec ce qui s'est passé au CME, il y a eu encore une autre entité qui a réagi, le Nasdaq. Donc, c'est que le Nasdaq aussi, c'est là où se font des cotations en continu de manière complètement électronique, digitale, sans, comment dirais-je, avoir des dealers, donc des spécialistes qui sont en train de le faire à la criée ou même en train de rentrer des ordres. Et maintenant, le Nasdaq a été en train d'émettre son avis au sujet des ICOs. C'est vrai que maintenant les ICOs, comme je l'ai montré aussi dans l'émission qu'on avait faite la semaine passée, on parlait du record de fonds levés via les ICOs et le Nasdaq est en train de dire que voilà que les ICOs ont comment dirais-je, pour eux ça ne leur pose pas un problème. Pourquoi? Parce que le Nasdaq réellement c'est vraiment là où toute entreprise technologique venait réellement profiter pour pouvoir faire sa levée de fonds. Et d'un côté, depuis qu'il y a les ICOs, on leur disait tiens, est-ce qu'il y a vraiment un problème, est-ce que vous voyez que vous êtes mis en danger de la compétition qu'il y a, donc maintenant qu'il y a un gros favoritisme auprès de nouvelles startups qui iraient lever des fonds via les ICO et non via les venture capitalistes et l'entrée au Nasdaq et ainsi de suite. Pour eux, les ICO sont very young, donc on va dire très jeunes, et pour eux, no threat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour eux, ils ne se sentent pas en danger et que le Nasdaq reste toujours la meilleure option pour lever des fonds et toujours d'une manière bien plus saine et bien plus sécurisée pour les fonds des investisseurs et ainsi de suite. Donc en gros, cet article parle de cela et donc voilà. Maintenant, on continue un peu. Et on va voir encore autre chose. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? On a ici, vous voyez que il n'y a pas réellement de fondamentaux lorsqu'on est en train de parler de Bitcoin. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez qu'il y a beaucoup de catalyseurs. Il faut toujours savoir quelle est l'utilité de la coin et qu'est-ce qui est en train de se passer et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe, les gros intervenants, oui, vraiment les news qui peuvent faire bouger le marché en attente de quelque chose, donc d'une bifurcation ou d'un lancement d'un produit, d'un dérivé, d'un indice, peu importe. Et là, vous voyez qu'il y avait le gros, cette de X, il y avait le CME et ainsi de suite, les dérivés qui allaient être lancés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une forte montée du prix du Bitcoin et ensuite on a vu une forte baisse du prix. Mais dès lors, ça fait un bout de temps, un mois qu'on était en train, mes compagnons et moi ici au Trading Watch, enfin au GC Stream, on est en train d'observer des patrons et on a vu qu'il y a un patron qui se répétait beaucoup. C'était quoi? C'était lors de la hausse du Bitcoin. On voyait que lorsqu'il y avait une grosse news qui allait arriver, on voyait que tout le monde était en train de sortir des altcoins, donc c'est-à-dire des autres monnaies, Ethereum, Dash, Litecoin, ainsi de suite. Et il y avait un flux acheteur terrible, une grosse demande pour le Bitcoin, ce qui fait que le prix du Bitcoin allait à la hausse. Okay. Mais d'un autre côté, d'une fois que la chose était passée, la news était passée, le catalyseur était passé, qu'il a eu ses effets et que les personnes étaient contentes, donc une forte montée des prix, qu'est-ce qui se passait? Pendant que le Bitcoin était à la hausse, les autres altcoins étaient à la baisse. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé, le 7.2x, comment dirais-je, annulé, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que tout l'argent est sorti du Bitcoin et l'argent est retourné dans les altcoins. Donc maintenant, on a ce qu'on appelle en bourse et en finance une corrélation négative. Là, c'est ce qu'on voit souvent dans le stock market et le bond market. C'est-à-dire que lorsque tout le monde est euphorique, on voit beaucoup de personnes qui vont vers des actifs à risque. Donc, on voit la montée des bourses. Et lorsque l'euphorie est passée et qu'on est en période de panique, tout le monde retourne vers des actifs refuges. Et là, l'argent sort du stock market, donc baisse des indices et des actions, ainsi de suite. Et directement, l'argent va vers les marchés traditionnels dits beaucoup plus sécurisés comme l'or et les dettes d'État, les obligations d'État et ainsi de suite. Et maintenant, on voit la même chose qui se passe au niveau du Bitcoin et des altcoins. Donc, on va dire que lorsqu'il y a des grosses news et beaucoup de spéculation et qu'on voit qu'il y a un gros catalyseur, l'argent va dans le Bitcoin.
bien sûr, quand le Bitcoin fait la news, est à la une, et une fois que c'est passé, ou bien que la chose ne se passe pas comme les investisseurs l'espéraient, les spéculateurs dans ce cas-ci l'espéraient, ben directement on voit l'argent qui sort du Bitcoin, donc le prix du Bitcoin qui tombe, et on voit cet argent repartir quelque part, mais repartir où? Directement dans les altcoins, et les altcoins sont en train de monter. Donc il y a cette relation inversement, cette relation inverse, donc cette corrélation négative, et donc ça c'est quelque chose de très 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 intéressant, et cet article le reprend, et reprend exactement le cas du catalyseur du Segwit de X. Donc ça c'est très 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 intéressant aussi. Maintenant, on continue avec ça, en complément avec cela, on a ici les volumes. Donc vous voyez qu'on a les volumes des transactions, donc des trades en Bitcoin. Le Bitcoin est en rouge, et en orange ce sont les altcoins, et on voit exactement la relation que cela est représenté de manière graphique, et la puissance ici aussi du Bitcoin. Donc vous voyez que le Bitcoin comparé aux autres monnaies, vous voyez qu'à un moment donné les altcoins il y avait beaucoup plus de volume, mais vous voyez que dernièrement avec tout ce qui est en train de se passer au sein du Bitcoin, vous voyez que le Bitcoin ici sur 100%, vous voyez que là maintenant ça commence à être plus ou moins équilibré, mais c'est encore en train de rebalancer en faveur du Bitcoin, c'est-à-dire que le Bitcoin vraiment est en train d'accaparer, vous voyez tout le volume, vous voyez le marché du volume qui avait même atteint à un moment donné près des 80%, vous voyez ça c'est si ça sur 100%, vous voyez que le Bitcoin ici, là on serait dans les 45-50%, donc c'est du 50-50, mais par moment, on voit que le Bitcoin réellement, dernièrement, avec tout ce qui est en train de se passer, donc depuis le mois d'octobre, Bitcoin est en train réellement de prendre énormément de volume. Donc ça, c'est très intéressant de voir cela représenté de manière graphique. Et là, maintenant, on continue. Et on voit ici encore une fois, ça c'est encore pour amener un peu plus de poids et confirmer ce qu'on venait de dire, c'est que le Bitcoin, sa dominance a dépassé les 61% pour la première fois depuis le mois de mars. Donc c'était quoi? C'est au niveau de, comme vous voyez ici, de l'appréciation du Bitcoin, la capitalisation du marché et la dominance du Bitcoin par rapport aux autres altcoins. Donc ça valide ce que l'on disait au niveau des flux des capitaux du Bitcoin vers les autres altcoins. Et on voyait bien que Bitcoin ici était au 1er novembre était à quoi? 61%, et vous voyez le reste des autres coins, ce qu'elles ont exactement comme volume. Donc voilà. Maintenant, on va aller dans notre section. Vous savez, j'aime bien toujours faire cette section où je viens parler des institutionnels, donc voir exactement qui pense quoi, oui, les banques centrales, les grosses personnalités importantes, les gros CEO, donc directeurs généraux, exécutifs de grosses banques d'investissement, banques centrales, et fonds d'investissement et ainsi de suite. Et là maintenant, on va voir ce qu'ils sont en train de penser par rapport à ça. Et ici, à l'écran, vous avez Madame Christine Lagarde qui donne le dos, mais elle est en train d'interviewer Monsieur Steven Mnuchin. Steven Mnuchin est un ancien banquier d'investissement, banquier d'affaires. C'est un ancien Goldman Sachs, et actuellement, il a été nommé par le président des États-Unis, M. Donald J. Trump, et il a été nommé comme Secretary of Treasury, donc c'est-à-dire secrétaire du Trésor, donc c'est-à-dire ministre des Finances. Et maintenant, ici, il a émis son avis sur le Bitcoin et les cryptos et le blockchain, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il dit? On est en train de regarder très attentivement, donc very carefully, at Bitcoin. Donc, on regarde le Bitcoin de très près. Et donc, ça, c'est quoi? Donc, c'est vrai que vous voyez vraiment qu'ils sont en train de suivre cela d'une manière pertinente, et ils sont en train de voir cela à la loupe. Et en gros, c'était quoi? Il veut juste faire en sorte que ça va être régulé dans le temps, et que ce ne soit pas en train d'être employé dans le dark web, et que ce soit toujours là pour, comment dirais-je, jouer toute la... On associe toujours le Bitcoin, très souvent d'ailleurs, ouais, comme il dit ici, au dark web et les activités illicites. Donc ça, c'est son gros problème. Et bien sûr aussi, voir un peu que ça puisse être de plus en plus mainstream, et voir comment est-ce que le gouvernement pourrait avoir sa main mise dessus. Donc là, en gros, voilà ce que monsieur Steven Mnuchin est en train de dire. Maintenant, continuons encore dans ce genre de personnage très influent et très important dans le monde de la finance internationale. Et qu'est-ce que nous avons ici encore? Maintenant, ici, nous avons la Banque Centrale Européenne, qui elle dit elle-même aussi, donc là on a parlé du ministre des Finances nord-américain. Maintenant on a la Banque Centrale Européenne qui elle est en train de dire que maintenant ils ne sont plus en train d'ignorer les cryptos en général. Bien sûr que dit crypto, dit Bitcoin à son sommet, mais vous voyez qu'ils ne peuvent plus être là en train d'ignorer cela. Et ici c'est monsieur l'exécutif, donc le ECB, donc European Central Bank, donc la Banque Centrale Européenne, et on va dire le président
enfin pas le président, il y a le gouverneur qui est M. Mario Draghi, mais un des membres du board des exécutifs, c'est M. Benoît Cœuré qui en a commencé à parler. Et pour lui, pour le moment, c'est un instrument financier spéculatif, mais voilà, il espère que les choses vont évoluer dans le bon sens et que bien sûr, ils vont pouvoir entrer dedans et permettre, comme ils disent ici, vous voyez que c'est enlever toujours la nature criminelle, vous voyez, donc c'est toujours ce mot-là qui revient. Donc là, je vous laisse lire l'article à votre propre discrétion. Donc vous voyez que ça commence à, on va dire, dans les hautes sphères de la finance et du monde des investissements, on en parle et ils savent très bien ce que c'est. Donc là, maintenant, on va continuer et on va voir quoi encore ici. Là maintenant, on retourne en Chine. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Chine. La première grande correction et distribution avait eu lieu au Bitcoin lorsque la PBOC, donc Public Bank of China, avait décidé de bannir les ICOs, de vouloir réguler les exchanges. Beaucoup d'exchanges ont commencé à bouger de Chine, ainsi de suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Pour eux, il est crucial maintenant que la banque centrale chinoise ait sa propre crypto. Et maintenant, quand vous entendez le mot ASAP, c'est quoi? C'est as soon as possible. Donc, le plus vite que possible. Et ils doivent faire vraiment Donc ça, c'était un avis qui était émis par le groupe de recherche de la Public Bank of China. Donc ouais, pour eux, c'est quelque chose qui doit être imminent. Ça urge, c'est vraiment dans l'urgence qu'ils puissent faire cela. Donc vous voyez qu'ils sont passés d'un côté à un autre. Donc il y a beaucoup de capital, beaucoup de trades, beaucoup de business qui sont partis de Chine après ce qui s'est passé. Mais vous voyez que maintenant, pour eux, ça urge de remédier à ce problème. Donc là, maintenant, on continue et on va rester dans les grosses banques. Là, maintenant, on va à Goldman Sachs, Investment Bank, donc banque d'affaires. Et eux avaient leurs analystes qui avaient prédit le prix du Bitcoin à $8 000. Et ça, c'était il y a un petit temps. Et vous avez vu qu'ils étaient pas loin de cela. Vous voyez que c'était au mois d'octobre. Ils avaient ce genre de... enfin non, c'était pas au mois d'octobre. Ça, maintenant, c'est ce qu'on voit maintenant. Là, on est au mois de novembre. Et leur prédiction donnait le Bitcoin à 8 000. Donc, rappelez-vous, il y a, je crois, un mois, j'avais déjà donné... on a montré un peu quelques graphiques des projections de leur trade et eux, ben voilà, ils voyaient le Bitcoin monter vers les $8 000 et donc vous voyez qu'ils se sont fortement approchés de cela et donc voilà quoi. Donc là, ils étaient dans le bon, mais maintenant qu'ils en aient profité ou pas, ben là, je ne sais pas. Donc là, c'est juste un article pour vous montrer que, encore une fois, comme vous voyez, ils ne sont peut-être pas en train d'opérer dedans, donc ils ne le disent pas de manière ouverte, mais vous voyez qu'ils ont un œil très ils sont en train d'analyser cela à la loupe et le suivre de très près. Donc voilà, donc là, il y avait leurs analystes qui étaient là. Vous voyez que 7900, 8000, ben, c'est pratiquement ça. Donc ils étaient dedans. Donc c'est la preuve qu'ils le suivent et qu'ils font les projections par rapport à tout ça. Et rappelez-vous aussi que je vous avais passé la vidéo de Lloyd Blankfein, qui est le CEO de Goldman Sachs, qui lui disait qu'il voyait le Bitcoin d'un très bon œil. Et donc il était très positif. Il était ni chaud ni froid, mais il pensait sérieusement à commencer une activité trading au sein de sa banque d'affaires. Maintenant, on va voir un autre monsieur, un autre banquier. C'est le CEO, donc directeur exécutif de la Banque Société Générale. Et là, c'est une vidéo, vu que là, j'ai pas mal de choses et j'ai changé de machine. Donc voilà, je ne vais pas vous la jouer en entier parce que ici, le son ne va pas être bon. Mais vous voyez que c'est monsieur Frédéric Oudéa, qui est le directeur général de la Banque Société Générale, qui est en train de parler du Bitcoin et lui, son avis est négatif. Donc pour lui, il ne voit pas de futur pour le Bitcoin. Vous voyez que c'est un autre avis et ne vous inquiétez pas, cette vidéo va vous être, elle va être dans le lien de description de la vidéo, de cette vidéo aussi, donc du crypto rapport en bas. Donc vous allez pouvoir écouter ses propres mots. Ok. Donc continuons. Et qu'est-ce que nous avons? On va rester dans le côté des banquiers et maintenant on va aller du côté de Zurich. On va aller en Suisse, Zurich en Suisse. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on a? C'est le CEO maintenant de la banque, c'est monsieur Tidjane Thiam, qui lui, pour lui aussi a un avis négatif sur le Bitcoin et qui dit que le Bitcoin pour lui c'est la définition parfaite d'une bulle. Et voilà ce qu'il dit. Donc là, dans l'article ici, il était interviewé et il s'explique par rapport à ça. Donc il y a exactement ce qu'il est en train de penser et vous voyez qu'il rejoint l'avis de monsieur Jimmy Dimon, qui lui est le CEO de JP Morgan Chase. Ok. Et voilà, normalement il y avait une vidéo, j'avais la vidéo où il s'exprimait, donc moi j'aime bien voir les vidéos où, parce que voilà, je peux lire un article, l'article ne peut ne pas être bon ou pas, mais c'est mieux de voir la personne en elle-même qui s'exprime directement et qui le dit avec ses propres mots, comme ça il n'y a pas de confusion. Bon là, Bloomberg, quand même on doit valider quand même ce média, ce n'est pas un petit média, donc ils ne peuvent pas se permettre de mal interpréter les mots d'un individu qui a un impact et de son calibre. Donc voilà, donc, mais cela étant, si je retrouve la vidéo que j'avais dans ma playlist et dans mon historial, je la joindrai.
Ok, donc voilà, donc vous voyez que cette info, je l'avais déjà passée la semaine passée, mais en description, vu que je n'avais pas introduite dans le crypto rapport, mais maintenant, voilà, vous l'avez et j'espère pouvoir retrouver la vidéo rapidement pour pouvoir l'inclure. Donc vous voyez qu'il y a toujours ce côté banquier d'investissement, ils n'en parlent pas ouvertement, mais ils sont là, ils sont ci et là. Et encore pour rappeler, eux, c'est pas réellement le Bitcoin qui les intéresse, mais la technologie, qui est le blockchain technology, qui vraiment est une DLT, donc Distributed Ledger Technology, donc vraiment un livre comptable distribué. La technologie de distribution des livres comptables, c'est vraiment ça qui les intéresse et c'est réellement ça le synonyme du blockchain. Ok, donc voilà. On va rester dans les banques, maintenant on va aller en Allemagne, à Francfort. On a vu la ECB, maintenant on va voir la plus grande banque d'investissement ici en Allemagne et en Europe qui est Deutsche Bank. Et qu'est-ce qu'ils disent pour eux? Que la fin de la monnaie fiat est très 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 proche. Donc voilà, et très proche. Pourquoi? Parce que maintenant on a les cryptos, on a le blockchain et ainsi de suite. Et donc vous voyez que là c'est un stratégiste qui est en train d'en parler et il donne réellement ses points. Il dit que voilà, maintenant pour eux, en gros c'est quoi? On a l'avènement des crypto-monnaies, on doit continuer à aller de l'avant et on a vraiment, comment dirais-je, ça va vraiment ouais, comme on dit, c'est une opportunité alternative et ça va vraiment changer tout le système, tout le fiat money system. Ça va être changé complètement, donc vaut mieux l'embrasser et être encore une fois, comme vous voyez ici en grand, qu'est-ce qui est marqué? Blockchain technology, ça va amener du gros changement. Donc ils vont rentrer dedans et ils vont développer le tout. Donc vous voyez que voilà, il y a du travail qui est fait au niveau des hautes sphères de la finance et ça continue. Et maintenant, on va encore continuer dans les gros intervenants. Et ici à l'écran, vous avez monsieur Tim Draper qui, lui, il dit encore une fois, il rejoint ce qu'a dit Deutsche Bank. C'est quoi? C'est que dans 5 ans, utiliser des billets de banque, on va vous rire. On va vous rire au nez si vous venez acheter quelque chose dans un magasin ou quoi que ce soit et que vous sortez vos billets de banque. On va vraiment vous rire au nez. Et ça, lui, il le voit dans une horizon de 5 ans. Donc, que la monnaie fiat ne va vraiment plus être d'utilité. Et maintenant, c'est quoi? Encore une fois, les cryptos et le blockchain seront réellement notre monnaie de demain. Et vous voyez que lui, ce monsieur-là est venu avec énormément d'argent dedans. Il avait acheté pour 20 millions de bitcoins et voilà, ça lui a rapporté énormément. Et avec cette montée fulgurante du Bitcoin étant arrivé au prix auquel ils étaient, il a ramassé réellement un sacré pactole. Et comme vous voyez, voilà que Raptor, voilà, maintenant, il a acheté des cryptos en 2014 pour une valeur de 20 millions et maintenant, il en a plus de 10 fois. Donc, voilà, et plus de 10 fois ce qu'il avait mis en 2014. Maintenant, il a 223 millions. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était quelque chose de très, très, très grand. Et juste à lui, ses gains, à lui, vont faire des gains exactement de 203 millions de dollars. Donc, voilà. Donc ça, c'est un well done, comme on dit, donc parfait, donc magnifique investissement, magnifiques opportunités, et donc voilà. Maintenant, vous voyez que on a vu ce côté négatif des cryptos, criminels, ainsi de suite, mais il y a un mot qui revient tout le temps, c'est on parle des cryptos comme étant une bulle. Une bulle, on entend toujours une bulle, bulle, bulle. Jimmy Dimon en parlait de bulle, bulle, bulle. Vous avez vu, je vous ai donné dans un des crypto-rapports, on en parlait d'une bulle. Équivalente à celle du Nasdaq et d'Amazon, ainsi de suite, donc la bulle du .com, du Nasdaq en 99, 2000, 2001, quand la bulle a explosé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a maintenant? On parle du Bitcoin qui serait... donc le futur du Bitcoin est réellement parallèle et ressemble... très fort à, comment dirais-je, la bulle des bulbes de tulipes qui s'était passée en Hollande, aux Pays-Bas. Et là, c'est quoi? C'est l'avis d'un analyste de UBS. Donc voilà, donc il parle réellement de ce qui s'était passé, la bulle des bulbes de tulipes. Donc ça s'appelle la Tulip Mania, c'était au XVIIe siècle en Hollande. Et donc voilà, il est vraiment en train de faire le parallèle entre les deux bulles. Donc il donne un peu un cours d'histoire par rapport à tout ça. Et pour lui, les cryptos et le Bitcoin, ainsi de suite, surtout le Bitcoin, et ça a une forte ressemblance à ce phénomène-là. Donc voilà. Maintenant, pour compléter cet article ici, là, je vous ai joint une vidéo qui explique réellement ce qu'était réellement cette Tulip Mania et cette bulle spéculative. Attendez, on va mettre stop ici. Cette bulle spéculative, donc ici Bitcoin, voilà, the world's most dramatic bubble ever. Donc voilà, on en parle un peu et ça vient du Wall Street Journal. Donc ils expliquent réellement ce qu'était cette bulle. Pour ceux qui ne le sauraient pas, voilà, vous allez avoir un peu ce côté historique et savoir un peu de quoi on parle et pourquoi est-ce qu'on en fait des parallèles et donc vous aussi pouvoir faire plus ample, comment dirais-je, recherche et investigation et ainsi de suite et vraiment comprendre exactement ce que c'est et ne pas être comment dirais-je
comment dirais-je, ne pas savoir de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Ok? Donc là, maintenant, on va continuer. Donc là, on est sorti du côté banque d'investissement, ce que tout le monde en pense, et ainsi de suite. On a vu le côté, la bulle du Bitcoin, on a compris un peu ce que c'est. Maintenant, on va s'intéresser un peu à, je dirais pas la problématique, mais comment est-ce que le Bitcoin est vu dans la société d'aujourd'hui. Vous voyez que maintenant, on en parle énormément. Tout le monde sait ce que c'est, maintenant c'est devenu mainstream, c'est vraiment, il y a énormément de buzz par rapport à ça. Et maintenant, il faut savoir que maintenant, au niveau de la démographie, donc de la population d'aujourd'hui, qui aime le Bitcoin, enfin qui l'utilise, qui voit ci, qui voit ça, on voit que ce sont les millennials, donc ceux qui ont moins de 30 ans aujourd'hui, qui sont big on Bitcoin, donc ils voient le Bitcoin très fort, et ceux qui ont plus de 65 ans ne sont vraiment pas dedans. Et donc là, il y a un article qui a été fait, et un article et une recherche et pas mal de choses, et on a vraiment mis ça sous forme graphique, sous forme de chiffres, ainsi de suite, et on voit vraiment l'utilité qu'il y a, et aussi par rapport au Google Analytics, et vraiment tout ce qui est en train de se passer par rapport à ce phénomène. Et en rapport avec ça, il y avait aussi quelque chose que moi j'avais lu, c'est que dans le monde des investissements, lorsque l'on parle du Bitcoin comme étant un safe haven asset, donc quelque chose qui nous permet de préserver notre capital, un actif refuge qui nous permet de préserver la valeur nominale de l'argent que l'on a. Donc beaucoup de personnes épargnent, on va dire, en or. Mais maintenant, il y a une grosse tendance aussi au sein des Google Analytics qui était qu'au lieu d'avoir buy gold, maintenant c'était buy Bitcoin. Donc aussi, on voit le prix de l'or qui était fortement supprimé. Pourquoi? Parce que l'argent qui devrait normalement aller dans l'or va directement dans le Bitcoin. Et ça aussi, qui était en train de, comment dirais-je, de mener et de pousser vraiment cette tendance, c'était les millénials, donc tous ceux qui ont moins de 30 ans et qui eux réellement, au lieu d'avoir la valeur de l'or comme étant cet actif de valeur refuge qui permet de préserver son patrimoine, ainsi de suite, non, pour eux c'est un actif comme le Bitcoin qui est fortement volatile jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais pour eux ils donnent plus de valeur au Bitcoin qu'à de l'or. Et rappelez-vous qu'une des caractéristiques que le créateur du Bitcoin voulait donner au Bitcoin, c'était réellement que le Bitcoin ait ce parallèle, cette mimique réellement de l'or qui soit comme étant l'or digital, et le Litecoin étant un dérivé, on va dire, du Bitcoin et qui soit perçu comme l'argent digital. Donc voilà, quand je dis l'argent, c'est le métal argent digital. Donc voilà, en gros, donc c'est un article très 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 intéressant, et on parle vraiment de ce côté démographique, même partagé en sexe, ainsi de suite, et en tranche d'âge. Et donc voilà, donc à travers les diverses générations, et on voit exactement quelle est la génération qui vraiment fait tout ce gros mouvement et qui sera à même d'accepter les cryptos, et qui va être la génération de demain qui va standardiser, on va dire, pour qui ça pourrait être standardisé et encore bien plus populaire et réellement utile, ce sont les millennials. Donc voilà, ici vous l'avez. Donc maintenant il y a beaucoup de développement qui est fait là-dessus. Donc là on a déjà ce côté Bitcoin au niveau démographique, au niveau des sociétés et son impact social. Maintenant on continue. Et ici, on va voir un peu, on va aller dans la section que j'aime bien, c'est une section, on va faire un peu le tour du monde et on va voir un peu ce qui est en train de se passer. Mais avant d'y aller, il y a ici un CEO d'une grosse compagnie que tout le monde connaît qui est PayPal, et lui, il rejoint ce que l'on a vu juste avant au niveau de l'acceptation des millennials et comment est-ce que le Bitcoin peut changer la société. Et lui-même, il le dit que la FinTech va changer le monde dans les 5 prochaines années. Et comment dirais-je, donc il parle de l'évolution, que dans les 5 dernières années on verra bien plus d'évolution que l'on en a vu dans les 30 dernières années. Et ça maintenant c'est quoi? Dû principalement à l'avènement des crypto, et aussi bien sûr à l'avènement du blockchain et tout ce qui va avec. Donc ça va changer complètement l'industrie, les services et tout ce qui va avec, et même une compagnie comme la leur. Vous voyez, toujours dans le P2P service, donc dans le peer-to-peer, donc person to person, tout ça va changer directement dans la manière dont on paye, dont l'argent bouge, et ainsi de suite, et ça va avoir un gros impact sur la société. Et donc là il rejoint cela et il donne son point de vue et il explique ça, surtout lui étant une compagnie qui est dans les services de paiement, comment dirais-je, digitaux. Donc voilà, donc il y a bien un impact et là-dedans, donc il doit vraiment pouvoir être à l'avant-garde et pouvoir bien se positionner afin que sa compagnie continue à être profitable, générer du profit et être bénéfique pour lui et ses clients, et bien sûr pour leur business, dans leur industrie et dans leur secteur. Donc ça c'est très 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 important. Donc vous voyez, ça rejoint ce qu'on a vu, ça rejoint aussi ce qui a été dit de la fin de la monnaie fiat, ainsi de suite. Et maintenant voilà, on va faire notre tour du monde au horizon Bitcoin, voir un peu tout ce qui est en train de se passer.
Et pour certains d'entre vous, peut-être qui n'auraient jamais vu ce qu'est l'activité minière, ce qu'est une ferme, une mine Bitcoin, ici on va en Russie et là il y a ce qu'on appelle une cryptocurrency farm, donc une ferme de crypto-devises. Et là c'est une minière qui mine le Bitcoin et l'Ethereum. Donc là une vidéo d'1 minute 32, donc je vais vous la joindre en description de vidéo, donc c'est exactement où ça se trouve. Et donc là vous allez voir exactement ce qu'il y a et ce que vous pouvez faire. Donc vous voyez ici en bas la jour des news qui n'arrêtent pas d'arriver, donc ce sera pour la semaine prochaine. Et donc voilà, donc comme ça vous allez pouvoir avoir un tour d'horizon de ce qu'est une activité minière. Donc vous allez voir exactement le type d'investissement et comment c'est vu de l'intérieur. Ok, donc continuons dans notre tour et maintenant on va en Chine, en Australie, donc on va dans le Pacifique. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez que la Chine et l'Australie viennent de s'unir pour des projets FinTech. Ils viennent de pacter des projets FinTech. Et pourquoi? Et ils ont une grosse différence au niveau des ICOs. L'Australie est positive, a une vue positive des ICO, mais la Chine non. Et rappelez-vous ce qu'on a vu comme article au début qui disait que maintenant la Chine devrait commencer à émettre sa propre crypto-monnaie. Donc vous voyez que maintenant ils font un 180 degrés total. Vous voyez qu'ils avaient pris une position complètement négative au sujet des ICOs et ainsi de suite. Et maintenant, vous voyez qu'ils retournent de l'autre côté. Donc, ils vont être en train d'essayer de redévelopper réellement quelque chose par rapport à cela. Donc, voilà. Donc là, maintenant, une alliance entre la Chine et l'Australie. Donc on va voir vraiment ce que ça va donner. Donc vous voyez que ce sont vraiment les autorités maximales du pays qui viennent s'allier pour des projets FinTech. Donc ça c'est quelque chose de grand. Donc vous voyez qu'il y a du repositif maintenant. Donc je dis bien repositif, il y avait du positif, à un moment il y a du négatif. Maintenant on revient à comment dirais-je, dans la barque du positif au sujet des ICOs et ainsi de suite, notamment pour la Chine. Maintenant on va au kiwi. Qui dit kiwi, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est le pays d'où sont exportés fortement principalement le kiwi. Et maintenant on dit qu'il y a une start-up en Nouvelle-Zélande qui maintenant va être en train de délivrer du Bitcoin à ses utilisateurs. Et donc là, c'est un projet intéressant. Donc vous voyez qu'il y a toujours beaucoup de choses qui peuvent se passer au niveau des cryptos. Et maintenant, ce sera avec les Bitcoins et l'entreprise, la start-up s'appelle My Bitcoin Saver, donc épargner en Bitcoin. Donc voilà exactement comment c'est en train de se passer. Et vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est en train de monter. Et ce serait pourquoi? Pour des investisseurs particuliers. Donc ils peuvent commencer réellement à faire cela. Et comme ils disent, pour eux c'est en gros ils sont en train d'expliquer que c'est très coûteux d'acheter du Bitcoin, surtout lorsqu'on achète fracturé. Donc vous avez vu que les transactions sont lentes et que maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les coûts, les commissions ont augmenté. Donc ce qu'ils font, eux, c'est quoi? C'est qu'ils permettent aux personnes qui veulent épargner en Bitcoin, donc eux, ils peuvent commencer de $10 à $200. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les personnes ouvrent un compte, déposent leur argent. L'entreprise, la startup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, une fois qu'elle a beaucoup d'argent, elle va prendre tout cet argent et elle va aller acheter du Bitcoin dans des exchanges européens, dans les plus grands exchanges européens. Et après, qu'est-ce qu'elle a? Une fois qu'elle a ses Bitcoins, elle va commencer à les répartir elle-même à chacun de ses clients. Donc, si un client avait donné 10 euros, 10 euros, on va dire ça 10 euros, il aurait 10 euros, il va recevoir dans son compte 10 euros l'équivalent de 10 euros en Bitcoin. Celui qui avait donné 200, ce serait 200. Donc, ils font ça et tous les lundis, donc en fin de semaine, ils récoltent l'argent. Ils achètent et tous les lundis, les clients reçoivent l'équivalent du montant dans leur propre compte en Bitcoin. Donc voilà, c'est une bonne initiative. Donc vous voyez que là, ça continue et ça c'était en Nouvelle-Zélande. Maintenant, on continue notre tour d'horizon, on reste dans le monde et maintenant où on va? On va dans une banque maintenant, une nouvelle application qui s'appelle une licence, une banque qui s'appelle Revolut. Et Revolut, maintenant, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu changer réellement, donner une application révolutionnaire qui est vraiment afin de donner accès à pouvoir intégrer l'achat de Bitcoin, mais de manière vraiment facile pour ce que sont réellement les clients, permettre vraiment que le Bitcoin puisse être acheté rapidement, directement. Donc là, ce qu'ils ont voulu faire, c'est quoi? C'est d'avoir un one-click, vous voyez que le process ne soit pas trop compliqué, qu'il ne faille pas commencer à venir, à acheter ceci, acheter cela, ouvrir un compte, ouvrir un wallet. Oui, ça peut être compliqué pour pas mal de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de faire cela et c'est compliqué, ils oublient les mots de passe, ainsi de suite. Là, maintenant, ils disent que pour eux, la banque de demain doit pouvoir offrir ce genre de service à leurs clients et qu'en un seul clic, ils doivent pouvoir avoir accès à du Bitcoin, à l'achat de Bitcoin. Donc, voilà exactement ici, l'article parle de cela et vous avez le CEO lui-même qui explique le pourquoi et le comment.
Donc on continue notre tour international. Maintenant on retourne à New York et qu'est-ce qu'on voit? On voit une école maternelle qui maintenant accepte des paiements en Bitcoin. Donc voilà, et comme on dit, change credit cards, donc c'est-à-dire voilà, les paiements en carte de crédit ne sont pas tellement vus. Pourquoi? Bah bien vus, pourquoi? Dû aux frais qui sont... comment dirais-je, qui vont avec les paiements de carte de crédit, Visa, Mastercard, American Express, etc. Et pour eux, ben, c'était bien plus pratique de pouvoir accepter des paiements en Bitcoin qui sont instantanés et moins coûteux. Et donc voilà, donc là, vous voyez qu'une école maternelle de New York a commencé à accepter des paiements avec le Bitcoin. Donc, ouais, les paiements pour les frais scolaires des petits-enfants. Et donc, vous voyez que c'est pas mal. Vous voyez qu'il y a de plus en plus d'utilité et ça commence à être accepté un peu partout. Maintenant, on va voir un peu le tour du monde, mais le côté négatif du Bitcoin, vous voyez que ça ne pouvait pas manquer. Et maintenant, on va en Corée du Nord. Et rappelez-vous, la Corée du Nord, qu'est-ce qu'il y a eu? Lorsqu'on a vu cette montée des prix du Bitcoin, vous savez que la Corée du Sud a un gros volume aussi du Bitcoin. Ben, la Corée du Nord, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lancé des attaques et des attaques de hacking sur des exchanges sud-coréens. Et donc, il y a eu beaucoup de vols. Et là, on voit les autorités maximales sud-coréennes qui ont commencé à dénoncer ce type d'attaque. Et rappelez-vous que la Corée du Nord est sujette à des sanctions internationales. Et donc là, en gros, on a dit supposé, ça n'a pas été vérifié, mais on a supposé que c'était pourquoi? Pour continuer à financer le régime de M. Kim Jong-un et ainsi de suite. Donc voilà en gros les côtés négatifs. Donc on va continuer là-dedans dans notre tour du monde. Et là maintenant on va où? On va en Inde. Et en Inde maintenant qu'est-ce qu'il y a? Une activité, un cartel de drogue a été démantelé et a été arrêté. Donc 2 personnes ont été arrêtées. Et pourquoi? On voyait qu'ils utilisaient quoi? Le Bitcoin pour leurs activités illégales et donc pour ce trafic de drogue, bien sûr toujours basé à partir de la dark web. Donc rappelez-vous le côté négatif, activité illicite, rappelez-vous ce que M. Steve Mnuchin disait, le ministre des Finances nord-américain. Eh ben voilà, ici on voit un cas, donc des personnes ont été arrêtées en Inde, un cartel de drogue a commencé à être démantelé, et c'était quoi? Ben voilà, dark web, drogue et Bitcoin. Voilà, donc ça c'était en Inde. Maintenant on continue et on va où? En Népal, encore un côté négatif, toujours encore le côté négatif du Bitcoin. Et maintenant la police a arrêté donc des arrestations dans 2 exchanges pour des opérations illégales. Encore une fois, je pense que ces opérations aussi étaient liées au blanchiment d'argent et de la drogue et ainsi de suite. Et les fondateurs de cet exchange, ben voilà, ont eu pas mal de problèmes. Et donc, vous voyez ici, on est en train d'expliquer le tout. Donc, vous voyez qu'il y a encore des activités et l'activité Bitcoin, minière et ainsi de suite. Et les exchanges au Népal est considéré comme illégal. Et donc, voilà. Donc, vous voyez que le côté négatif du Bitcoin, ça continue. Et maintenant, on continue. Et qu'est-ce que l'on a? Voilà, maintenant on va laisser un peu de côté l'activité. Donc on a fini notre tour d'horizon. Maintenant on va regarder un peu les autres altcoins. Donc rappelez-vous ce qu'on a vu. Maintenant on voit que le Bitcoin Gold qui était là au mois d'octobre et commençait à être listé. Maintenant, on voit qu'il va réellement arriver le 12 novembre, donc c'est-à-dire demain. Mais comme on dit ici, est-ce que réellement les personnes en font attention? Est-ce que quelqu'un fait vraiment attention à ce qui est en train de se passer? Donc, rappelez-vous que c'est déjà listé. Le Bitcoin a déjà été listé. Le split ici, comme on dit, a été effectué le 24 octobre. Et le Bitcoin Gold est là. Il continue à être miné. Il continue à avoir une activité. Vous voyez le prix, comment il était. Et maintenant, ben voilà, c'est en train comment dirais-je, c'est en train de trader mais légèrement, pas trop de volume, donc on verra ça demain exactement ce qu'il en est au sujet du Bitcoin Gold lorsqu'on va faire le Bitcoin trading. Ok, donc voilà, une nouvelle Bitcoin Gold qui est là, mais réellement est-ce qu'on en fait vraiment attention? Est-ce que ça capte vraiment l'attention des mineurs et de la communauté et ainsi de suite? Donc voilà. Maintenant, continuons et voyons encore autre chose ici. Et qu'est-ce que l'on a? On va continuer encore avec ces articles-là. Ethereum, vous avez vu qu'il y a une grosse news avec Ethereum. C'était quoi? Ben, les wallet parity qui ont été... il y a eu un problème au sein du code. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plus de 150 millions de dollars américains ont été gelés et une partie même aurait été perdue. Et même je pense une des personnes, un des membres de, comment dirais-je, de cette entreprise, ont vu, ils ont eu pas mal de problèmes, donc ils étaient en train de bosser terriblement afin de pouvoir résoudre ce problème rapidement. Mais comme vous voyez ici, c'est quoi? D'avoir des fonds d'une telle valeur qui sont gelés, et ça c'est terrible pour les clients, c'est terrible pour la réputation même de l'Ethereum et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui doivent être faites. Donc vous voyez qu'il y a le système encore fort vulnérable, et une simple erreur peut faire quelque chose. Pourquoi?
Vu qu'entre parenthèses, dès qu'il se passe un problème, on n'est même pas censé pouvoir revenir en arrière et changer quelque chose. Donc vous voyez que les paramètres de sécurité doivent toujours être au top. Et donc voilà, ça, oui, on est, comme je le dis bien, on est toujours à la phase embryonnaire de cette technologie et des blockchains. Ici, c'est dans le cas du Ethereum blockchain et bien sûr des wallets. Mais vous voyez que des choses pareilles, ça peut arriver. Et donc voilà, un cas bien défini ici. Donc là, on a vu ce qui s'est passé ici pour le Ethereum. Et donc voilà. Et voilà exactement ce qu'il y a eu ici. Ah, attendez, parce que là j'ai appuyé sur quelque chose et ici j'ai trop de choses à l'écran. Et là maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Un instant. Donc voilà, là je suis de retour et donc on va pouvoir continuer. Maintenant on va regarder un peu ce qui se passe avec Litecoin. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici on nous dit que Litecoin est très et massivement sous-évalué par rapport au Bitcoin. Vous voyez que Litecoin réellement, j'emploierai même pas le point bifurcation, mais voilà, Litecoin est né réellement à partir du Bitcoin réellement. Donc Litecoin, voilà, ça a voulu amener une spécification et pas mal de choses qui, comment dirais-je, améliorer un peu certains problèmes qu'avait le Bitcoin, comment dirais-je, à son inception. Et donc, vous voyez, son fondateur, M. Charlie Lee, là, exactement, ben voilà, qui parlait de ça. Et comme on dit ici, on explique bien que Litecoin a été réellement la première bifurcation du Bitcoin. Et ça a été réellement cela. Et vous voyez que ça n'a pas été quelque chose qui a été fait de manière hostile et ainsi de suite. Ça n'a pas vraiment ramené beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et comme on dit ici, donc rappelez-vous ce que j'ai dit, que la vue de M. Charlie Lee, c'était que le Litecoin soit comme le silver, donc comme l'argent, et que le Bitcoin soit comme l'or. Et donc voilà. Et là ici, cet article nous explique exactement les principales caractéristiques et les différences qu'il y a réellement entre les deux. Et là, comment dirais-je, donc c'est quelque chose de très intéressant. Et normalement, ils en ont fait un ratio. Le ratio, c'est quoi? C'est la différence entre ce qu'est le Bitcoin et ce qu'est le Litecoin, un peu comme on fait le ratio or-argent. Et si ils sont vraiment basés là-dessus. Et pour eux, comme l'article le dit, Litecoin est vraiment sous-évalué et Litecoin ne devrait vraiment pas être à ce niveau-là, d'après le ratio ici. Voilà, non, c'est le ratio gold-silver. Vous voyez qu'on en parle souvent, donc vous voyez que c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut maintenant 75,31 onces d'argent pour acheter une once d'or. Et donc là, c'est plus ou moins le même ratio que l'on fait, vous voyez, le Bitcoin, au Litecoin. Donc il faudrait exactement quoi? Donc au prix du Bitcoin à la date à laquelle a été faite cela, c'était quoi? C'était qu'il fallait ici, en gros, qu'il fallait plus ou moins 116 Litecoin pour acheter un Bitcoin. Donc ouais, c'était ça. Et pour eux, c'est quelque chose qui n'est réellement pas juste. Et donc maintenant, on essaie de voir un peu comment est-ce que du rebond, donc comment est-ce qu'on peut profiter de ce prochain rebond dans les altcoins, donc dans les autres les cryptos alternatives, comme on dirait, par rapport au Bitcoin. Et là, vous avez vu, lorsque j'étais en train de vous en parler au début, que je vous parlais réellement de tout du côté de ce patron qui est en train de s'installer. Lorsque l'on voit une montée massive dans le Bitcoin, on voit une baisse dans les coins alternatives et vice versa. Donc lorsqu'il y a une baisse dans le Bitcoin, on voit une montée dans les altcoins. Et donc ça, c'est un patron qui est vraiment en train de s'établir et qui est en train de se confirmer. Du moins, il s'est confirmé durant la semaine entre jeudi et vendredi. On l'a fortement vu avec cette correction massive qu'on a vue dans le Bitcoin et la montée dans les autres altcoins. Rappelez-vous qu'on a vu le Bitcoin en début d'émission. Maintenant, là, le Bitcoin était à $6 300 et alors qu'il était proche des 8000, donc 7900 et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de grand. Là, maintenant, on continue et on reste encore ici dans le Litecoin. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Et on voit que Litecoin maintenant a été rajouté à la plateforme CoinOne en Corée du Sud. Et donc je pense que ça, j'avais déjà donné ça la semaine passée. Là maintenant, c'était une confirmation. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a encore bien plus de volume. Et comme on dit, dans ces premières 24 heures, il y avait un volume de trades de l'ordre de 3,2 millions de dollars. Donc c'était vraiment immense, c'était bien reçu, très bien adopté au sein de la plateforme. Et donc là, ça continue vraiment à aller de l'avant. Donc Litecoin, vous voyez que ça pourrait rebondir et maintenant, c'est pas très connu, il n'y a pas beaucoup de gens encore qui sont en train de l'utiliser et ainsi de suite. Donc voilà, vraiment, ça peut vraiment être un plus pour ça. Et rappelez-vous qu'une des choses très importantes que fait le Litecoin, c'est
si je me trompe pas, ça avait à voir avec tout ce qu'on a vu dans l'article passé, hein. Donc voilà, je vais pas, j'ai peur d'aller dire des bêtises là, vu que je ne suis pas Litecoin réellement de très très près. C'est un de mes partenaires qui suit le Litecoin de près. Et là, justement, on a fait l'émission hier. Et hier en espagnol, ils ont dit exactement c'était quoi ce côté positif qu'il y avait sur le Litecoin. Donc voilà, donc moi Litecoin, par rapport à ce qu'eux ils font, moi je suis là juste pour gérer le risque. Et donc je dis, moi personnellement, je ne suis pas dans le Litecoin. Ok, donc voilà. Maintenant, continuons. On a vu Bitcoin Gold, on a vu Ethereum, ce qui s'est passé, on a vu Litecoin, et maintenant on va aller où? On va regarder un peu ce qui se passe avec Monero. Et Monero a eu un petit problème, et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que pas mal d'utilisateurs qui allaient dans le site du UFC ont trouvé que qu'il y avait un code secret qui était placé sur le site internet, et tout visiteur de ce site et tout abonné du site, donc des programmes de l'UFC et ainsi de suite, voir des matchs et des combats, pay-per-view, donc vraiment au paiement, donc qui ont souscrit un abonnement avec UFC via cette page web, ont vu qu'il y avait un code qui avait été placé afin que tout utilisateur de la plateforme de UFC ait ce code. Donc on a hacké leur ordinateur, et leur ordinateur servait, donc on utilise la puissance de leur CPU pour miner des Monero. Et donc il y a eu pas mal de plaintes, ainsi de suite. Beaucoup d'utilisateurs ont découvert réellement ce qui s'est passé. Ils l'ont fait savoir à la plateforme UFC, donc ce qui était chargé de la web. Et UFC a dit que pour eux apparemment il ne se passait rien, qu'ils n'avaient rien vu, mais cependant la chose étant que des utilisateurs ont bel et bien vu, vous voyez, il y a pas mal de captures écran au-dessus. Il y a un cas d'un utilisateur qui a vraiment vu ce travail de minage a été fait à son insu à partir de sa machine. Donc vous voyez que tout le côté hack est là. Donc comme j'en parlais avec mes partenaires, je disais, au plus on va voir les cryptos gagner en popularité, en plus on va avoir des activités frauduleuses et du hacking et vous avez vu déjà la semaine passée, on parlait des trojans et des malwares et ainsi de suite. Donc il y aura énormément d'activités négatives qui vont entourer le monde des cryptos, et c'est ainsi. Donc vous voyez qu'il y a ce côté que ça ne va pas, ça ne va pas lâcher les cryptos. Donc ça, il y aura ça tout le temps. Donc ça, c'était pour Monero. Et maintenant, on va encore continuer. Maintenant, ici, un autre article qu'un de mes partenaires m'a passé. Et maintenant, il m'a passé quoi? C'est qu'il peut y avoir, on a identifié 3 applications qui sont utilisées à l'insu des utilisateurs pour miner des coins, et ça, ce serait utilisé à partir de Android. Et les 3 applications, attendez, il faut que je les ai exactement sur le nom. Voilà, c'était vous voyez que il y avait encore Monero qui était dedans, et les autres, attendez, parce que j'avais lu, je me souvenais plus réellement de ce mot, donc je lis énormément d'articles, donc parfois il y a des choses qui m'échappent ici. Et non, je me souviens qu'il y avait Monero entre autres, et les 2 autres, j'ai pas vu. Et j'ai pas vu exactement le nom ici, hein. Même là en passant rapidement, non, ils ne le disent pas, je l'ai pas vu, mais bon, soit. Donc là, comme vous avez pu voir, qu'il y avait 3 applications qui sont là et qui sont basées sur Android, et à partir du moment où on clique dessus, ou on clique sur un banner ou ainsi de suite ou quoi que ce soit, ouais, comme on a ici à l'écran, quelque chose peut être là, et en même temps, pendant le temps que vous êtes dessus, ça va utiliser votre CPU, donc votre capacité, et ça va être utilisé dans une activité de minage à votre insu. Donc ouais, ça c'est quelque chose qui est terrible, et comme je vous disais, ça c'est le type de hack qui va avec le succès des crypto-monnaies. C'est le côté obscur de ce monde-là, et voilà, c'est là, et on ne pourra pas s'en défaire, et ça va continuer, et ça ne va faire qu'augmenter. Maintenant, on continue. Et on va regarder une autre crypto, et ici c'est quoi? C'est Zcash. Et maintenant qu'on voit ici, Zcash est sur le point de réaliser des nouveaux pas, des nouvelles avancées, une nouvelle actualisation et de son ZK Snarks. Et c'est quoi? C'est son protocole. Il va améliorer réellement son protocole. Donc ça n'est peut-être que du bon. Vous voyez que ce sont des cryptos, ça fait partie des altcoins, donc des coins alternatives. Ce sont des cryptos qui ne sont pas très connus, on n'en connaît pas vraiment l'utilité, et ainsi de suite. Donc elles ne sont pas très répandues, mais elles ont une bonne utilité et une bonne fonctionnalité, et on verra exactement comment est-ce que cela va pouvoir aller de l'avant et impacter et améliorer, et bien sûr gagner des parts de marché et être compétitif. Vous voyez qu'il y a une grosse compétition au sein des cryptos, et donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Et une chose que je ferai, vu que maintenant vous avez vu le programme exactement qu'il y aura au niveau de chacune des cryptos que je vais donner, dans un futur,
je prendrai un moment lorsque ça va être le jour du Zcash, donc ça va être Zcash et je ne sais plus quelle crypto je vais donner avec là. Lorsque je vais donner le Zcash, et ben voilà, je donnerai un jour spécial où je ferai une introduction aussi au Zcash, son site internet, son utilité et ainsi de suite, comme j'ai déjà fait pour pas mal d'autres cryptos. Mais donc vous voyez qu'il y a quand même de l'actualité au niveau des altcoins et il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer et tout le monde est en train d'accepter la compétition et d'essayer de détrôner le grand géant Bitcoin. Ok. Donc là, maintenant, on continue, on va rester encore là-dedans et vous voyez encore dans Zcash et vous voyez comme là, JP Morgan va intégrer Zcash où ça est au sein de son blockchain. Je vous rappelle que JP Morgan a déjà développé son propre blockchain et son blockchain s'appelle Quorum. Ils l'ont déjà utilisé avec des entités comme BlackRock, Morgan Stanley et d'autres banques d'investissement et entre eux dans le réseau des Money Center Banks là aux États-Unis. Donc entre des groupes entre eux et les transactions qu'ils font avec des Wells Fargo, des Citigroup, BlackRock qui est un asset management et ainsi de suite. Et donc voilà, ils ont leur propre blockchain et maintenant ils ont intégré ce qui est Zcash et vous voyez aussi cette nouvelle technologie, ce nouveau protocole qui est en train d'améliorer le ZK Snarks et donc voilà, la banque JP Morgan l'a déjà intégré. Donc vous voyez que ça c'est quelque chose de terrible, de bon, donc c'est une bonne avancée et c'est un bon catalyseur aussi pour Zcash. Vous voyez que vu à partir du moment où il y a de l'utilité pour la crypto et qu'il y a une grosse institution qui est derrière, JP Morgan, sachez que c'est une entité qui bouge, qui fait des mouvements de l'ordre de 6 trilliards de dollars toutes les 24 heures. Donc c'est énorme. Alors maintenant avoir un Zcash qui vient dedans dans ce blockchain, le Quorum blockchain, et qui vient avec son protocole pour participer à ça, c'est énorme et c'est très grand et ça ne passe pas inaperçu. Donc c'est une très 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 bonne avancée. Zcash maintenant moi-même je l'ai introduite et je l'ai intégré à mon trading algorithmique, à ma feuille de calcul et à mon système afin de pouvoir toujours avoir des news et toujours actualiser par rapport à ça et pouvoir profiter aussi. Maintenant j'attends juste que les brokers, je pense que déjà un de mes brokers en dérivé l'a déjà donné. Comme me l'a fait savoir un de mes partenaires hier. Et donc voilà, maintenant on va commencer vraiment à développer du trading là-dessus. Et donc voilà. Et là maintenant vous voyez ici, on va à la SEC. Donc c'est la Securities Exchange Commission aux États-Unis. Vous voyez ici là. Securities and Exchange Commission aux États-Unis, ils ont reçu quoi? Ils ont reçu une application afin qu'il y ait un fonds d'investissement, donc un hedge fund qui va être créé et basé sur le Zcash et ça vient d'être, comment dirais-je, introduit. Donc c'est vraiment de très 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 grand, c'est un grand moment, c'est quelque chose de grand. Vous voyez que ça fait deux bons catalyseurs pour Zcash et maintenant c'est quoi? C'est la compagnie Grayscale Investments et la personne qui est à sa tête qui est Barry Silbert qui sont venus faire cela. Et il avait déjà donné une application pour avoir un fonds basé en Bitcoin et Ethereum. Et là, maintenant, un fonds basé en Zcash. Donc, vous voyez, ça donne de la popularité. Vous voyez, ce sont ce genre de choses qui sont là et qui sont en train de faire bouger tout cela. Et pourquoi Zcash? Parce que Zcash est une crypto-monnaie qui offre beaucoup d'anonymat. Vous voyez, comme on dit ici, la caractéristique de cette crypto-monnaie est quoi? C'est la privacité de ses transactions. Et donc, c'est très, 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 très important. Et donc, c'est super bon pour eux, pour des clients qui aimeraient garder leur anonymat, privacité et ainsi de suite. Et donc, qui mieux placé que Zcash pour pouvoir le faire et surtout dans cet univers et dans ces services financiers. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très bien pour eux. Donc, voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses positives pour Zcash et maintenant on continue. Maintenant on a fini un peu, on a regardé un peu toutes les crypto-monnaies et maintenant on va terminer ici avec un tour d'horizon sur ce qui est en train de se passer au niveau du blockchain, de la technologie en elle-même. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Dans cet article ici on nous dit qu'il y a plus de 26 000 projets de blockchain qui ont été développés, qui sont en train d'être développés maintenant et c'est déjà à partir de l'année passée. Et parmi les 26 000, il y en a 8 qui sont actifs. Donc 26 000 dépôts de projets. Ici, comme vous voyez ici, à partir de GitHub. Et dans cela, il y en a 8000 qui restent actifs. Donc, vous voyez que c'est énorme. Donc, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Beaucoup de personnes viennent. Beaucoup de personnes sont en train d'essayer de développer le tout. Et donc, vous voyez que ça, c'est des choses qui sont terribles, terribles, terribles. Et là-dedans, il y a des endroits où il y a des gros hubs. Le hub numéro 1 pour tous les projets et tout le développement fintech et surtout blockchain, c'est San Francisco, qui est vraiment la niche. C'est la mecque vraiment de tous ces projets blockchain. C'est à San Francisco. Après, vous avez Londres et numéro 3, vous avez New York. Et ça, c'est très, très, très important. Et donc, vous voyez que là, ce sont des choses qui essayent d'être développées. Et ils développent des projets pour les blockchains de quoi? De Ripple, Hyperledger et Ethereum. Et donc là, vous voyez que c'est quelque chose de très, très, très important. Et donc, on est en train de travailler dessus. Enfin, ils sont en train de travailler dessus. Et donc, vous voyez, c'est une affaire à suivre. Donc, le blockchain, la technologie, elle est là pour rester. OK? Donc, continuons encore notre tour d'horizon au sujet du blockchain pour terminer.
Et qu'est-ce que nous avons? Maintenant ici, on va aller directement, là, si je ne me trompe pas, on est en Russie. Et là maintenant quoi? On dit ici, on dit que le blockchain va sérieusement changer le tourisme. Et ça, c'est un officier russe qui dit ça, un des officiels du gouvernement russe qui est en train de dire cela. Et donc ça, c'est très grand. Vous voyez, le chef de l'agence du tourisme en Russie, et voilà, il dit vraiment que le blockchain va transformer l'industrie du tourisme. Donc imaginez-vous l'impact. Vous voyez que ce n'est pas seulement que dans le monde financier, mais ça englobe tous les secteurs de l'économie. Et ici, on en parle au niveau du tourisme. Donc ça, c'est vraiment terriblement. Donc comme il dit, on est convaincu dans notre agence fédérale que le blockchain va sérieusement changer le marché du tourisme. Bien que comment dirais-je, dans leur opinion, selon leur opinion, cela ne va pas arriver avant 2 ans, mais dans 5 et 10 ans, l'impact va être conséquent. Donc voilà, donc blockchain, technologie, elle est là, même dans le tourisme, pas seulement qu'en finance. Donc ouais, c'est très 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 important. Continue encore dans le blockchain, et là on va rester en Russie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez ici que, rappelez-vous qu'il y avait un décret du président russe, donc M. Vladimir Poutine, et maintenant il y a quelque chose de grand encore qui est en train de se faire. Ils vont encore plus loin et ils sont en train de développer le Universa Blockchain. Ouais, c'est une plateforme pour une solution qui va être présentée. Donc, elle avait été déjà demandée par M. Vladimir Poutine. Il voulait vraiment quelque chose de très grand. Rappelez-vous, il avait des gros projets pour les ICOs, les opérations minières, taxation, régulation, les cryptos, ainsi de suite. Et il avait aussi voulu avoir son crypto-rouble qui devait être là. Et donc là, maintenant, il y a beaucoup d'agences qui sont venues pour avoir ce blockchain Universa. Et ce blockchain, réellement, c'est quoi? C'est une manière bien plus intéressante et bien plus, comment dirais-je, performante à l'heure de pouvoir protéger les enfants. Vous voyez qu'il y a toujours beaucoup de disparitions d'enfants, de kidnapping d'enfants et ainsi de suite. Et réellement, cet Universa Blockchain va leur permettre de mettre sur place un programme de protection et de sauvegarde et de prévention pour tout ce qui pourrait arriver aux jeunes enfants. Donc vous voyez que c'est une child tech et qui est vraiment en train de développer tout ça. Et c'est vraiment pour leur permettre de les aider à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'il y a des initiatives et des choses qui sont faites au niveau de la santé, au niveau de la famille. Et là maintenant, l'initiative de ce Universa Blockchain va être intégrée par rapport à ça. Et là, ils en ont trouvé une utilité. C'est ça. C'est comme vous voyez, là, je vous laisserai lire vous-même ici. Et c'est vraiment pour ça. Donc, vous voyez que ça va permettre la recherche d'enfants qui étaient kidnappés. Et donc ça, c'est les avancements avancés, les avancements de cette technologie blockchain qui va leur permettre de faire ça. Et tout ça, c'est développé à partir de Universa, de la plateforme Universa. Donc voilà, une des utilités du blockchain. Même moi, j'ai été étonné en lisant ça. Je me dis, tiens, waouh, voilà. Donc vous voyez que blockchain, ça va dans toutes les facettes et dans tous les secteurs de l'économie, réellement, pas seulement que dans la finance. Et là, on le voit encore une fois. Ok. Là, on a fini la partie des news et là, maintenant, on va dans notre deuxième section et là, on va voir tout ce qui est ranking et performance. On va terminer avec ça. Et donc voilà, donc numéro 1, on va commencer ici par les performances avec les différentes monnaies fiat. Vous avez vu que maintenant le prix est de 6394, une baisse aujourd'hui dans les dernières 24 heures de près de $200, pourcentage près de 3%. Pourcentage à hebdo, 10% de perdus. Dans le mois, on reste aussi à 32% et dans l'année, on reste aussi à près de 800%. Donc, vous voyez que là, c'est toujours parfait, c'est toujours magnifique. Maintenant, on continue. On va regarder maintenant la capitalisation de marché. Et qu'est-ce que l'on a? On voit que la capitalisation de marché est toujours au top et qui est toujours number one dans cette capitalisation de marché. On voit que le Bitcoin est toujours en tête. Vous voyez ici son graphique, on a vu comment ça a fortement baissé. On est au-dessus des 100 milliards. Ethereum au numéro 2, Bitcoin Cash numéro 3, Ripple numéro 4, Litecoin numéro 5. Vous voyez que ça, ce sont les coins qui vont toujours être là, qui vont toujours être reprises. Dash numéro 6, Monero numéro 7, NEO numéro 8, Ethereum classique numéro 9 et numéro 10, on a NEM. Donc vous voyez que toutes les principales cryptos qu'on a citées au-dessus, ça sont les cryptos que nous, on est en train de suivre et que je suis moi personnellement. Donc, vous voyez ici, on a NEM numéro 10, IOTA au numéro 11, Quantum numéro 12, Omisego, et on va voir si encore un autre nom que je suis. Et voilà, Zcash qui est ici, et là, Zcash est à 645 millions. Ok, donc voilà exactement ce qui est en train de se passer, et c'est tout à fait ça. Donc, vous voyez exactement, vous voyez le patron. Vous voyez Bitcoin, si on voit son dernier changement dans les 24 heures, vous voyez que Bitcoin est en train de descendre, vous voyez négatif, et vous voyez que toutes les autres coins sont en
vert. Et surtout, Bitcoin Cash monté de 51%. Donc, terrible maintenant. On a dépassé exactement quoi? Les 1266 $. Donc, ça, c'est génial. Alors, maintenant, à plus de 21 milliards. Et vous voyez exactement. Ouais, donc, ouais, c'est ce patron desquels j'étais en train de vous parler. Donc, les alt, donc la coin principale Bitcoin qui tombe et les autres qui sont en train de monter. Et ça, ce patron-là, bon, on le voit. Et cette semaine-ci, vraiment, il nous l'a vraiment confirmé. Donc, maintenant, on va pouvoir avoir des trades, même couvrir nos trades et nos positions directement avec le Bitcoin. Donc ici, entre le Bitcoin et les autres altcoins. Et là maintenant, on va terminer ici en regardant la performance au niveau du market cap pour toutes les cryptos qui atteint un peu moins de 200 milliards de dollars. Le volume tradé en 24 heures, c'était les 15 milliards de dollars. Et donc vous voyez ici que c'est quelque chose de très 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 grand. Vous voyez Bitcoin toujours super grand, mais vous voyez que dans les autres coins aussi commencent à faire du grand mouvement. Et vous voyez que dans les dernières 24 heures, on a vraiment vu là Bitcoin qui tombe, Bitcoin Cash qui est en train de monter, les autres sont flat, IOTA qui monte, Ethereum classique qui monte, Neo qui descend avec, et ainsi de suite. Et maintenant, on va regarder la performance pour les 7 derniers jours, et on voit exactement ce qui se passe. Vous voyez, 102% pour le Bitcoin Cash, c'est magnifique, c'est magnifique, magnifique. Il y a eu des super bons trades qui ont été placés durant la semaine passée pour les clients et tout bazar. Donc on a eu une super bonne semaine. On était très 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 content, surtout avec le Bitcoin principalement dû à la volatilité. Mais maintenant, voilà, on a des bonnes perspectives pour les autres monnaies. Donc, vous voyez, Bitcoin qui tombe, Bitcoin Cash à la hausse, et vous voyez tout le reste ici qui est en vert. Donc, vous voyez, ça, ce sont les trades qui sont, comme je vous avais dit, la corrélation négative. Donc, si ça continue à descendre, les autres vont continuer à monter, et ça, c'est magnifique. Et donc, voilà. Donc, vous savez bien sûr où vous pouvez, moi, me retrouver au www.jctube.com. Drapeau français, solution. Et ici, vous voyez qu'il y a énormément de choses qui vous sont proposées, tous les services que l'on a, toutes les vidéos, vous allez pouvoir les retrouver ici, et ainsi de suite. Donc, c'est déjà tout ce que je suis en train de faire. Et là, pour me contacter, message ici, ce numéro-là pour WhatsApp et Viber et les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, tout ce que vous voulez, YouTube même en dessous de cette vidéo. Et là, donc voilà, ici vous avez tous les tarifs et tout ce qu'il y a, donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis là pour être là et pour pouvoir parler avec vous. Et encore une fois, je vous rappelle, demain dimanche, on va voir le Bitcoin Trading Time. Donc c'est demain, c'est spécialement Bitcoin, analyse technique, price action, et on va voir des probabilités d'opération à court et moyen terme. On va s'aider du système, comme ça vous allez voir exactement comment on fait. On a déjà eu beaucoup de succès la semaine passée, et en tant que consultant, j'ai pu aider pas mal de clients, faire pas mal de choses. Donc vous aussi, venez et profitez-en. Et comme vous le savez aussi, maintenant, vous allez avoir le programme complet. Donc aujourd'hui, c'est le crypto rapport, news et les perfs, comme on l'a fait. Désormais, ça va être comme ça. Tous les dimanches, ça va être le Bitcoin Trading. Tous les lundis, Ethereum et Dash Trading. Tous les mardis, Neo et Litecoin Trading. Mercredi, IOTA et Ripple Trading. Jeudi, Zcash et Monero Trading. Les vendredis, je les garde pour moi parce que les vendredis, c'est là où j'ai réunion. Je fais mes consultings avec mes clients basés ici en Espagne. Et donc là, voilà. Donc là, ces jours-là, je ne fais pas de vidéos. Avec eux, parfois, on fait des vidéos où on parle un peu tout comme ça. Enfin, je crois que vous en avez déjà vu quelques-unes là. On enregistre quelque chose rapidement. Pour la communauté hispano. Et donc voilà, on a des grosses conférences crypto et blockchain durant la semaine. On va sûrement essayer lors des conférences, je prendrai quand même un moment pour vous en faire une vidéo, prendre quelques photos et les partager avec vous ici lors du prochain crypto rapport. Ok, une bonne semaine à tous. Merci beaucoup. C'était moi, Serge Kakidembe, pour le www.jctube.com. Et merci à vous pour avoir été une semaine de plus avec moi pour ce crypto rapport. Nouveau format, ça va être nouveau. Donc, vous avez tout le programme et ainsi de suite. Et donc, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Passez une bonne soirée, un bon dimanche, bonne fin de week-end et une bonne semaine. De toute façon, maintenant, on se verra tous les jours. Ok? Donc, merci à vous. Ciao, ciao. Bye.